23 août 1948, à 6000 mètres au-dessus du désert californien, le pilote d'essai Edwin Forssmann Schock était suspendu sous le ventre d'un bombardier B-29 dans le cockpit le plus exigu jamais construit pour un avion de chasse. L'appareil minuscule mesurait seulement 4,52 m de longueur et n'avait pas de train d'atterrissage. Schock tira le manche en arrière, désengagea le crochet de nez et sentit son minuscule chasseur se détacher du bombardier géant. Pendant 10 minutes, il vola librement, testant les commandes et la maniabilité entre 290 et 400 km/h. Puis vint le moment qu'il redoutait, le retour. Lorsqu'il s'approcha du bombardier par en dessous pour tenter de s'accrocher au trapèze, l'avion devint soudainement incontrôlable. La turbulence créée par le bombardier et le coussin d'air entre les deux appareils rendaient chaque ajustement impossible. Après 3 tentatives ratées, Schock calcula mal son approche et percuta le trapèze si violemment que la verrière de son cockpit explosa et fut arrachée, emportant son casque et son masque à oxygène. Le vent hurlant dans le cockpit ouvert, sans protection, Schock dut accomplir l'impossible, poser sur le ventre un avion sans train d'atterrissage au milieu du désert de Muroc. C'était la première tentative de vol libre du chasseur le plus étrange jamais construit par l'Amérique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les bombardiers américains, comme le Boeing B-17 Flying Fortress, le Consolidated B-24 Liberator et le Boeing B-29 Super Fortress, étaient protégés par des chasseurs d'escorte à longue portée, tels que le Republic P-47 Thunderbolt et le North American P-51 Mustang. Ces chasseurs pouvaient accompagner les bombardiers sur des milliers de kilomètres au-dessus de l'Europe et du Pacifique. Mais vers la fin de la guerre, les forces aériennes de l'armée des États-Unis développaient une nouvelle génération de bombardiers stratégiques dont la portée dépassait tout ce qui existait auparavant. Le Northrop B-35 et le Convair B-36. Ces géants du ciel pouvaient voler beaucoup plus loin qu'aucun chasseur d'escorte conventionnel ne pourrait jamais les suivre. Le développement de chasseurs à plus longue portée coûtait extrêmement cher, tandis que le ravitaillement en vol était encore considéré comme risqué et technologiquement difficile. La fatigue des pilotes avait également posé problème lors des longues missions d'escorte en Europe et dans le Pacifique, donnant une impulsion supplémentaire aux approches innovantes. L'état-major examina différentes options, incluant l'utilisation de véhicules pilotés à distance, avant de choisir les chasseurs parasites comme la défense la plus viable pour le B-36. Le concept d'un chasseur parasite avait ses origines en 1918, lorsque la Royal Air Force examina la viabilité de chasseurs parasites Sopwith Camel, opérant depuis leur dirigeable de classe 23. Dans les années 30, la marine américaine eut un chasseur parasite opérationnel de courte durée, le Curtiss F-9C Sparrowhawk, à bord des dirigeables Akron et Macon. Ces petits chasseurs se suspendaient sous le ventre massif des dirigeables et pouvaient être lancés et récupérés en plein vol. À partir de 1931, le concepteur d'avions Vladimir Vakhmistrov mena des expériences en Union soviétique dans le cadre du projet Zveno, au cours duquel jusqu'à 5 chasseurs de divers types étaient transportés par des bombardiers Polikarpov TB2 et Tupolev TB3. En août 1941, ces combinaisons effectuèrent les seules missions de combat jamais entreprises par des chasseurs parasites dans l'histoire de l'aviation militaire. Des TB3 transportant des bombardiers en piqué Polikarpov 1-16 SPB attaquèrent le pont de Cernavoda et les docks de Constanța en Roumanie. Après cette attaque réussie, l'escadron basé en Crimée effectua une attaque tactique sur un pont sur le fleuve Dniepr à Zaporojié, qui avait été capturé par les troupes allemandes en progression.
Plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Luftwaffe expérimenta avec le Messerschmitt Me 328 comme chasseur parasite. Mais les problèmes avec ses moteurs à impulsion ne purent être surmontés. Le 3 décembre 1942, les forces aériennes de l'armée des États-Unis envoyèrent une demande de proposition pour un chasseur miniature à moteur à piston. En janvier 1944, le commandement du service technique aérien affina la demande et, en janvier 1945, les spécifications furent révisées davantage pour spécifier un avion à réaction. Bien que plusieurs entreprises aérospatiales étudièrent la faisabilité de tels avions, McDonnell fut la seule compagnie à soumettre une proposition à la demande originale de 1942 et aux exigences révisées ultérieures. Le concept initial de McDonnell pour le modèle 27 prévoyait que le chasseur soit transporté à moitié exposé sous le B-29, le B-35 ou le B-36. Les forces aériennes de l'armée des États-Unis rejetèrent cette proposition, citant une traînée accrue et donc une portée réduite pour la configuration composite bombardier-chasseur. Le 19 mars 1945, l'équipe de conception de McDonnell dirigée par Herman D. Barkey soumit une proposition révisée, le modèle 27D, considérablement redessiné. Le petit avion avait un fuselage en forme de pomme de terre, 3 stabilisateurs verticaux en forme de fourche, des stabilisateurs horizontaux avec un dièdre significatif et des ailes repliables en flèche de 37 degrés pour lui permettre de s'adapter dans les limites d'une soute à bombe. L'appareil diminutif mesurait 4,52 m de longueur, les ailes repliables s'étendaient sur 6,40 m. Seul un approvisionnement en carburant limité de 420 litres était jugé nécessaire pour l'endurance de combat spécifiée de 30 minutes. Un crochet était installé le long du centre de gravité de l'avion et, en vol, il se rétractait pour reposer à plat dans la partie supérieure du nez. L'avion avait un poids à vide d'un peu moins de 1800 kg. Pour économiser du poids, le chasseur n'avait pas de train d'atterrissage. Pendant le programme d'essai, un patin en acier fixe sous le fuselage et des patins en acier à ressort au bas des bouts d'ailes furent installés en cas d'atterrissage d'urgence. Malgré les quartiers exigus, le pilote était équipé d'un siège éjectable à cordite, d'une bouteille d'oxygène de secours et d'un parachute à ruban haute vitesse. 4 mitrailleuses de 12,7 mm dans le nez constituaient l'armement de l'avion. En service, le chasseur parasite serait lancé et récupéré par un trapèze. Avec le trapèze complètement étendu, le moteur serait démarré en vol et la libération du vaisseau mère était accomplie par le pilote tirant le nez en arrière pour se désengager du crochet. Lors de la récupération, l'avion s'approcherait du vaisseau mère par en dessous et se connecterait au trapèze en utilisant le crochet rétractable dans le nez de l'avion. Le changement de production anticipé verrait une flotte mixte de B-36, avec à la fois des porte-chasseurs et des bombardiers employés en mission. Il était prévu qu'à partir du 24e B-36, des dispositions seraient prises pour accueillir un XF-85, avec un maximum de 4 par bombardier envisagé. Jusqu'à 10% des B-36 commandés devaient être convertis en porte-chasseurs avec 3 ou 4 F-85 au lieu d'une charge de bombe. Le 9 octobre 1945, les forces aériennes de l'armée des États-Unis signèrent une lettre d'intention couvrant le développement technique pour 2 prototypes portant les numéros de série 46523 et 46524, bien que le contrat ne fut finalisé qu'en février 1947. Après la conclusion réussie de 2 examens d'une maquette en bois en 1946 et 1947 par le personnel d'ingénierie, McDonnell construisit 2 prototypes à la fin de 1947.
Le modèle 27D fut redesigné XP85, mais en juin 1948, il fut changé en XF85 et reçut le nom de Goblin. Il y avait des plans pour acquérir 30 P85 de production, mais l'armée de l'air adopta une approche prudente. Si les résultats des tests des deux prototypes étaient positifs, des commandes de production pour plus de 100 Goblins seraient finalisées ultérieurement. Pendant les essais en soufflerie à Moffett Field en Californie, le premier prototype XF85 fut accidentellement lâché d'une grue à une hauteur de 12 mètres, causant des dommages substantiels au fuselage avant, à la prise d'air et au fuselage inférieur. Le métal froissé et les structures internes tordues nécessitèrent des réparations extensives. Le deuxième prototype dut être substitué pour le reste des essais en soufflerie et les essais en vol initiaux. Comme une série de production B-36 n'était pas disponible, tous les essais en vol du XF85 furent effectués en utilisant un vaisseau-mère EB-29B Super Fortress converti qui avait une soute à bombe modifiée et découpée complète avec trapèze, déflecteur de flux d'air avant et un ensemble d'équipements de caméras et d'instrumentation. Puisque l'EB-29B, nommé Monstro, était plus petit que le B-36, le XF85 serait testé en vol à moitié exposé. Pour charger le XF85 dans l'avion hôte, une fosse de chargement spéciale fut creusée dans le tarmac à South Base, Muroc Field, où tous les essais en vol ont eu leur origine. Le 23 juillet 1948, le XF85 effectua le premier de 5 vols captifs conçu pour tester si l'EB-29B et son chasseur parasite pouvaient voler accouplés. Le XF-85 était transporté en position rangée, mais était parfois attaché et étendu dans le flux d'air avec le moteur éteint pour que le pilote puisse avoir une certaine sensation de l'avion en vol. Le pilote d'essai de McDonnell, Edwin Forrestman Schoch, fut affecté au projet, embarquant dans le XF-85 pendant qu'il était rangé à bord de l'EB-29B avant de tenter un vol libre le 23 août 1948. Après que Schoch fut libéré du bombardier à une altitude de 6000 mètres, il compléta un vol de démonstration de 10 minutes à des vitesses comprises entre 290 et 400 km/h, testant les commandes et la maniabilité du minuscule chasseur. Le Goblin répondait bien aux commandes, stable et prévisible dans ses mouvements. Schoch exécuta plusieurs virages serrés, changements d'altitude et manœuvres d'évitement pour évaluer les capacités de l'appareil. Tout semblait prometteur jusqu'au moment fatidique où il devait retourner au vaisseau mère. Lorsqu'il tenta un accrochage, il devint évident que le Goblin était extrêmement sensible à la turbulence du bombardier, ainsi qu'affecté par le coussin d'air créé par les deux avions opérant en proximité étroite. Le phénomène était bien pire que tout ce que les ingénieurs avaient anticipé lors des simulations au sol. Des ajustements constants, mais doux, de la manette des gaz et du trim étaient nécessaires pour surmonter l'effet de coussin. Mais même les plus petites corrections provoquaient des oscillations imprévisibles. L'avion bondissait et plongeait, comme un bouchon sur des vagues agitées, rendant l'alignement précis avec le trapèze presque impossible. Après 3 tentatives infructueuses pour s'accrocher au trapèze, chacune le rapprochant dangereusement d'une collision catastrophique, Schoch mal calcula son approche lors de la 4e tentative et percuta le trapèze si violemment que la verrière fut fracassée et arrachée complètement de l'avion. Le choc brutal arracha également son casque et son masque à oxygène de son visage. À 6000 mètres d'altitude, exposé au vent hurlant et au froid extrême, Schoch se retrouva dans une situation désespérée. L'air glacial fouettait son visage nu,
rendant la respiration difficile et la vision presque impossible à travers les larmes involontaires causées par le vent violent. Sans protection contre les éléments et incapable de se raccrocher au bombardier, Schock n'avait qu'une seule option: descendre vers le désert en contrebas et tenter l'impensable. Il sauva le prototype en effectuant un atterrissage sur le ventre, sur le patin renforcé au lit de lac asséché à Muroc. La descente fut une épreuve de concentration pure, chaque seconde exposée au froid mordant qui engourdissait ses doigts sur les commandes. Lorsqu'il approcha du sol, Schock aligna parfaitement l'avion, coupa le moteur au dernier moment et laissa le Goblin glisser sur son patin d'acier. L'impact souleva un immense nuage de poussière, alors que le petit chasseur labourait à travers la surface du lac asséché, laissant une longue traînée derrière lui, avant de s'immobiliser finalement. Schock émergea du cockpit, secoué mais indemne, tandis que les équipes de récupération se précipitaient vers la Seine. Tous les essais en vol furent suspendus pendant 7 semaines, tandis que le XF-85 était réparé et modifié. Les ingénieurs examinèrent minutieusement chaque aspect de l'incident, cherchant des solutions aux problèmes révélés. Schock utilisa la période d'arrêt pour entreprendre une série d'amarrages factices sans problème avec un chasseur Lockheed P-80 Shooting Star, pratiquant les techniques d'approche et de synchronisation dans des conditions contrôlées au sol. Ces exercices lui permirent d'affiner sa compréhension de la dynamique d'accrochage sans risquer un autre vol réel. Après avoir augmenté la puissance du trim de 50%, ajusté l'aérodynamique et effectué d'autres modifications substantielles, 2 autres vols d'essai accouplés furent effectués avant que Schock ne soit capable de réaliser un largage et un accrochage réussi le 14 octobre 1948. Ce succès apporta un soulagement temporaire à l'équipe du projet, suggérant que les modifications avaient résolu les problèmes les plus critiques. Les ingénieurs célébrèrent prudemment, conscients que davantage de tests seraient nécessaires pour confirmer la viabilité du système. Cependant, lors du 5e vol libre, le 22 octobre 1948, Schock trouva à nouveau difficile d'accrocher le Goblin au trapèze du bombardier. La turbulence persistait, créant des conditions imprévisibles qui rendaient chaque tentative d'amarrage périlleuse. Il abandonna 4 tentatives successives, chacune l'amenant dangereusement près d'une collision, avant de finalement heurter la barre du trapèze avec suffisamment de force pour briser le crochet sur le nez du XF-85. Le métal céda avec un craquement audible, même par-dessus le rugissement du moteur à réaction. Sans crochet fonctionnel, le retour au vaisseau mère était impossible. Un autre atterrissage forcé fut effectué à Muroc, cette fois avec Schock, plus expérimenté dans la manœuvre délicate de poser le chasseur sans train d'atterrissage sur le désert dur. Avec les réparations du premier prototype achevé, il rejoignit également le programme d'essai en vol, complétant des vols captifs sous le ventre du Monstro. Pendant le vol, le Goblin était stable, facile à piloter et récupérable des vrilles, bien que les estimations initiales d'une vitesse maximale de 1043 km/h se soient révélées optimistes. Les premiers essais en vol révélèrent que la turbulence pendant l'approche du B-29 était significative, conduisant à l'ajout d'ailerons supérieurs et inférieurs à l'extrême arrière du fuselage, ainsi que 2 ailerons de bout d'aile pour compenser l'instabilité directionnelle accrue lors de l'amarrage. Tous les vols initiaux avaient eu le crochet sécurisé en position fixe, mais lorsque le crochet fut rangé puis relevé pendant les essais suivants, le buffeting résultant ajouta considérablement à la difficulté de tenter un accrochage. Les vibrations créées par le flux d'air turbulent autour du puits du crochet rendaient l'avion encore plus instable lors des phases critiques d'approche. Pour résoudre le problème, de petits carénages aérodynamiques furent ajoutés au puits du crochet, qui réduisirent le buffeting lorsque le crochet était étendu et rétracté. Ces modifications nécessitèrent plusieurs semaines de travail minutieux dans les ateliers de McDonnell, où les ingénieurs testèrent différentes configurations en soufflerie avant de trouver la forme optimale.
Lorsque les essais reprirent, le 18 mars 1949, Schock continua à avoir des difficultés pour s'accrocher. Lors de ce vol d'essai particulièrement frustrant, il effectua plusieurs passages sous le bombardier, chaque tentative se soldant par un échec. La tension montait à mesure que les réserves de carburant diminuaient dangereusement. Lors d'une approche désespérée, il percuta et endommagea la section de stabilisation du nez du trapèze, tordant le métal et compromettant l'intégrité structurelle du système d'amarrage. Sans alternative viable, il recourut à un autre atterrissage d'urgence sur le ventre dans le désert. Le Goblin glissa à travers la surface poussiéreuse, laissant une longue cicatrice dans le sol dur du lac asséché. Après les réparations du trapèze qui nécessitèrent le remplacement complet de plusieurs composants endommagés, Schock pilota le premier prototype le 8 avril 1949. Ce vol s'avéra être l'un des plus longs de tout le programme, complétant un essai en vol libre de 30 minutes qui testa pleinement l'endurance de combat prévue du chasseur. Schock poussa le petit avion à travers une série complète de manœuvres de combat simulées, testant sa capacité à effectuer des virages serrés, des montées rapides et des piquets agressifs. Le Gobelin répondit admirablement aux commandes pendant toute la durée du vol, démontrant qu'en tant que plateforme de combat pur, l'avion possédait des qualités respectables. Cependant, le moment redouté arriva lorsqu'il fut temps de retourner au vaisseau mère. Après 3 tentatives infructueuses d'accrochage, chacune aussi frustrante que les précédentes, Schock abandonna ses efforts et recourut à un autre atterrissage sur le ventre à Muroc. C'était maintenant devenu une procédure presque routinière, bien que toujours dangereuse. Le nombre croissant d'atterrissages forcés préoccupait gravement les responsables du programme, qui commençaient à questionner la viabilité fondamentale du concept de chasseur parasite. Conscient des problèmes révélés lors des essais en vol, McDonnell examina le programme en profondeur et proposa un nouveau développement basé sur une conception plus conventionnelle, promettant une capacité de Mach 0,9, utilisant alternativement une aile en flèche de 35 degrés et une aile delta. Les ingénieurs présentèrent des plans détaillés, montrant comment un chasseur parasite de 2e génération pourrait surmonter les limitations du XF-85 tout en conservant l'avantage stratégique de la portée étendue. La nouvelle conception incorporerait des leçons douloureusement apprises au cours des mois d'essais difficiles. McDonnell considéra également l'ajout d'une extension télescopique au trapèze d'amarrage, qui étendrait le dispositif sous l'air turbulent sous le vaisseau mère. Cette innovation permettrait aux chasseurs de s'approcher dans une zone d'air plus calme, éliminant théoriquement le problème le plus persistant qui avait tourmenté le programme depuis le début. Les calculs préliminaires suggéraient qu'une extension de seulement 2 à 3 mètres pourrait faire une différence significative dans la stabilité d'approche. Des prototypes à échelle réduite de l'extension télescopique furent construits et testés en soufflerie, montrant des résultats prometteurs qui redonnèrent espoir à l'équipe du projet. Avant que tout travail supplémentaire sur le trapèze, d'autres modifications au XF-85 ou des études de conception continue sur son successeur puissent être effectuées, les forces aériennes des États-Unis annulèrent le programme XF-85 le 24 octobre 1949. L'annonce arriva comme un coup dur pour l'équipe de McDonnell qui avait investi des années d'efforts intensifs dans le projet. Les raisons de cette décision brutale étaient multiples et reflétaient les réalités changeantes de la guerre aérienne moderne. 2 raisons principales contribuèrent à l'annulation du programme. Les déficiences du XF-85 révélées lors des essais en vol incluaient une performance médiocre par rapport aux chasseurs à réaction contemporains qui évoluaient rapidement. Des avions comme le Lockheed P-80 et le nouveau F-86 Sabre surpassaient largement le Goblin en vitesse, en maniabilité et en armement.
Les exigences élevées en matière de compétences du pilote expérimenté lors de l'amarrage révélaient un défaut critique qui ne fut jamais entièrement corrigé, malgré tous les efforts d'ingénierie déployés. Même un pilote d'essai exceptionnellement qualifié comme Schoch avait lutté de manière répétée avec la procédure d'accrochage, soulevant des questions sérieuses sur la façon dont des pilotes de combat moyens géreraient la tâche sous la pression du combat réel. Le développement du ravitaillement en vol pratique pour les chasseurs conventionnels, utilisés comme escorte de bombardiers, fut également un facteur majeur dans l'annulation. Cette technologie progressait rapidement et offrait une solution beaucoup plus simple et plus fiable au problème de l'escorte à longue portée. Les 2 Gobelins effectuèrent 7 vols au total, avec un temps de vol total de 2 heures et 19 minutes, et seulement 3 des vols libres se terminèrent par un accrochage réussi. Ce bilan décevant contrastait fortement avec les ambitions initiales du programme, qui avait prévu la production de plus de 100 chasseurs parasites. Schoch fut le seul pilote qui pilota jamais l'avion, une distinction unique dans l'histoire de l'aviation militaire américaine. Aucun autre pilote d'essai ne fut jamais formé sur le Gobelin, reflétant les doutes croissants sur l'avenir du programme, même avant son annulation officielle. Les systèmes de ravitaillement en vol se développaient rapidement à la fin des années 40, offrant une alternative beaucoup plus pratique et sûre pour étendre la portée des chasseurs d'escorte. Des avions citernes équipés de perches de ravitaillement pouvaient transférer du carburant à plusieurs chasseurs lors d'une seule mission, permettant aux escortes conventionnelles d'accompagner les bombardiers stratégiques sur des distances auparavant impossibles. Cette technologie éliminait les risques extraordinaires associés au lancement et à la récupération de chasseurs parasites, ainsi que les limitations de temps de vol imposées par les réservoirs de carburant minuscules du Gobelin. Les calculs stratégiques évoluaient également. Les planificateurs militaires réalisèrent que le concept de porte-avions volant présentait des vulnérabilités significatives. Un bombardier B-36 transportant 3 ou 4 Gobelins devrait sacrifier une partie substantielle de sa charge de bombes, réduisant l'efficacité offensive de chaque mission. De plus, si le bombardier porte-chasseur était abattu avant de libérer ses parasites, 4 ou 5 avions et pilotes seraient perdus simultanément au lieu d'un seul. Cette concentration de pertes potentielles rendait le concept tactiquement peu attrayant dans une ère où chaque appareil et pilote qualifié représentait un investissement considérable. Les 2 prototypes XF-85 survécurent à la fin du programme. Le premier prototype, portant le numéro de série 46523, celui qui avait subi la chute catastrophique de la grue à Moffett Field et avait enduré de multiples réparations après les atterrissages d'urgence répétés, fut finalement transféré au Musée national de l'air et de l'espace à Washington. Le second prototype, numéro 46524, celui qui avait effectué les essais en soufflerie et le vol dramatique du 23 août, trouva sa place au Musée de l'armée de l'air des États-Unis, à Dayton, Ohio. Ces 2 minuscules chasseurs, témoins silencieux d'une expérience audacieuse, mais finalement infructueuse, restent exposés aujourd'hui, comme rappel d'une époque où les ingénieurs aéronautiques exploraient des solutions radicales aux défis stratégiques. Le concept de chasseur parasite ne fut jamais relancé. L'évolution rapide de la technologie militaire dans les décennies suivantes rendit l'idée complètement obsolète. Les missiles air-air à longue portée, les systèmes de défense électronique sophistiqués et finalement, les capacités furtives transformèrent fondamentalement la nature du combat aérien stratégique. Le rêve d'un bombardier géant portant sa propre escorte de chasseurs miniatures dans son ventre resta confiné aux pages de l'histoire de l'aviation. Une idée brillante sur le papier qui se heurta aux réalités impitoyables de la physique et de la pratique. Si cette histoire du chasseur le plus étrange jamais construit vous a fasciné, n'oubliez pas de laisser un like, de partager vos réflexions dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits captivants de l'aviation militaire
que vous ne trouverez nulle part ailleurs.